Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de notre balado sérieux. Mais pas trop. L'histoire des Germains, des Francs et des Mérovingiens saison 4. Je m'appelle Xavier. Et je m'appelle Romain. Et nous vous invitons à nous suivre sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram à meropodcast.fr. Et à nous donner des étoiles sur votre plateforme de balado favorite ou à nous partager vos commentaires en nous écrivant à meropodcast.fr@gmail.com. Ceci est l'épisode 77, Cap au sud. Début des années 30, la guerre en Thuringe se finit sur une grosse ruine de Théodoric Ier qui a éliminé l'armée adverse. Amèrement regretté la disparition de son ancien allié, le roi Hermanfrid, et n'a plus qu'à régler le bordel en train de se lever dans la belle terre d'Auvergne, pour enfin avoir la paix, alors que Childebert a réussi à arracher un succès contre ces pourris de Wisigoths au sud. Autour de 531-532, on pourrait croire que les trois rois mérovingiens vont faire une pause dans les opérations militaires, chacun profitant de ses belles richesses et de sa part de royaume après des années intenses militairement. Mais le calme revenu sur la nouvelle frontière Est et la frontière Sud ne veut pas dire qu'on revient à un train-train quotidien dans le Regnum Francorum. Pas du tout même, car en l'an de grâce 532, qui dit nouvelle année, dit aussi nouveau problème dans le Regnum. Logiquement, Théodoric le Fourbe devrait se concentrer sur la mise au carré de son nouveau royaume de Thuringe en éteignant toutes les oppositions suite à l'éradication de la famille d'Hermanfrid. Après 25 ans de guerre recensée ou non depuis sa première campagne connue près de son père en 507, le grand roi des Francs doit approcher de la cinquantaine et peut-être tenter de lever le pied, d'autant que son fils, le prince Théodebert, est déjà prêt à lui succéder. Childebert le Brouillon, pour sa part, de retour vers le nord, peut sans doute s'estimer assez satisfait de lui-même après avoir gagné la bataille de Narbonne en 531. Il a rempli ses poches et celles de ses hommes de butin pris aux Wisigoths. Sa chère sœur est enfin libérée de son tortionnaire de mari, le méchant roi Amalric, qui ne risque pas de revenir se venger vu qu'il s'est fait trucider par ses propres hommes. Quant au petit frère Clothar le Futé, il a bien su mener sa barque jusque-là, récupérant des trésors et des terres en s'invitant dans tous les mauvais coups de ses frères, que ce soit en Bourgogne avec Clodomir, en Thuringe avec Théodoric, ou en saignant sans pitié ses propres neveux, en soutien de Childebert. On l'imagine facilement à profiter de la vie dans son royaume de Soissons, et notamment auprès de ses trois épouses dont on va bientôt vous parler. Parce que le Futé est ce qu'on appelle familièrement un homme à femme, et qui, apparemment, aime toutes les conquêtes, et pas que les militaires. Mais non, paradoxalement, 532 va être tout sauf une année tranquille pour les enfants de Clovis. Peut-être pour évacuer leur chagrin, qui sait. Car Crodéchilde la Jeune ne survit pas longtemps à sa libération, et meurt de manière assez inexplicable sur le chemin du retour de sa Wisigothie. Même Grégoire, qui aurait littéralement un boulevard pour mettre sa mort sur le compte des soi-disant sévistes de son ex-mari, l'affreux arien Amalric, nous lâche un inattendu « je ne sais comment » qui laisse un peu perplexe. Ouais, le chagrin, j'y crois pas trop. 532 est une nouvelle année, et qui dit nouvelle année dit nouveaux objectifs militaires pour les trois frères. Point final. Tes héritiers sont juste trop ambitieux pour s'arrêter, alors que tout leur sourit et que leurs besoins en richesse sont apparemment insatiables. D'ailleurs, le modèle culturel du chef germanique à la sauce Tacite doit encore avoir des beaux restes. Chaque roi qui ne veut pas finir embroché par ses hommes ne peut se déclarer pacifiste et renoncer à aller chercher de l'or et du butin chez les voisins. Je vous rappelle une des informations de la première saison. Personne ne devient seigneur de la guerre chez les Germains en restant peinard dans sa ferme à reluquer sa zippe. Début 532, Clotacar et Childebert, apparemment réconciliés après le meurtre à rebondissement de leur neveu,
décide qu'il est temps d'entreprendre une conquête en équipe. Car le brouillon a fini par obtenir une victoire à Narbonne, mais sans gain territorial concret apparemment. Et Le Futé, pour sa part, qui a bien participé à la guerre de Thuringe, a dû laisser de son côté la part du lion de l'annexion à Théodoric, le leader de l'expédition. Alors faisons le bilan. Les Thuringiens viennent de se faire écraser près d'Erfurt, les Visigoths ont subi une déroute à Narbonne, les Alamans sont encore là au nord de la Suisse moderne, mais sous protection des Ostrogoths en Italie. Ce qui ne laisse pas 50 options aux deux petits frères. Début 532, nos hommes reprennent le chemin de la Burgondie et s'attaquent à nouveau à Gondemar, moins de 10 ans après la déroute de Vézerons, où leur grand frère Clodomir a perdu la vie. Ni Grégoire, ni les autres chroniqueurs ne se fatiguent cette fois à fabriquer une excuse d'hérésie ou de vengeance pour justifier l'opération. Non, les Francs attaquent leurs voisins sans provocation, simplement parce que le royaume burgonde est là et qu'il est trop riche et trop isolé pour qu'on le laisse tranquille. Mais c'est un royaume qui va s'avérer plus coriace à abattre cette fois encore. D'abord, parce que Gondemar a quand même eu 8 ans pour tout remettre en ordre chez les Burgondes depuis la dernière guerre, et que, connaissant ses voisins, il a dû sérieusement mettre en état de défense son royaume. Juste au cas où, dirons-nous. Et puis ensuite, parce que cette fois c'est clair, Théodoric le Fourbe n'est pas venu à la rescousse. Nos deux frères l'ont pourtant appelé à l'aide avant d'attaquer, préférant d'entrée de jeu partager le gâteau de la conquête plutôt que de partir seul à l'assaut du royaume du Sud. Mais le Fourbe a décliné leur offre. Soit qu'il avait encore des réticences à attaquer le royaume de sa belle famille, ce qui plaiderait d'ailleurs pour la présence du Théodoric des Ostrogoths en 524 à Vézerons plutôt que de la sienne, soit autre option sans doute moins contestable, que Théodoric avait une mission prioritaire en 532, une qu'il comptait mener à bien sans se laisser distraire par d'autres chantiers. Le Fourbe a décidé d'en finir avec le rebelle Arcadius en Auvergne, l'homme qui a appelé son frère Childebert à la rescousse l'année précédente quand la fausse rumeur de sa mort a circulé dans le Regnum. 532. Deux armées franques partent donc plein sud, mais pas dans la même direction. Et pas pour les vacances. Clotacar et Childebert attaquent la Burgondie en mettant le siège devant la ville d'Autun, en Saône-et-Loire, que Gondemar a décidé de défendre. Et en même temps, Théodoric, lui, attaque l'Auvergne toujours rebelle pour en reprendre pleinement le contrôle. Mais ce que j'aimerais bien comprendre, c'est comment Théodoric fait pour vendre à ses leux d'une opération de police sur ses terres, alors qu'il pourrait aller s'enrichir gratos chez les Burgondes. Je vous rappelle que cela n'est pas du tout rentable pour un lot germanique de faire le CRS en Auvergne, alors qu'il pourrait faire le Black Bloc sans vergogne en Bourgogne. En quoi ça peut les faire rêver, se dit-il ? Tout est affaire de communication en réalité. Alors que la grogne commence à se faire entendre chez Séleude, devant son refus de rejoindre la guerre de Burgondie, et que ses soldats menacent de l'abandonner, Théodoric frappe un grand coup. Le Fourbe promet à ses hommes la seule promesse qu'ils ont envie d'entendre s'il veut qu'ils le suivent. Évidemment, les Francs du royaume de Reims pourront traiter la province rebelle comme une terre ennemie eux aussi, c'est-à-dire piller, violer et rançonner sans retenue l'Auvergne. Même si on parle bien de son propre royaume, de ses propres richesses, Théodoric sait qu'il n'a pas le choix pour convaincre ses troupes. La campagne d'Auvergne sera une campagne de destruction et de terreur à grande échelle, exactement comme celle qu'on a promis à leurs frères d'armes chez l'ennemi burgonde. Sauf que la cible sera son propre territoire. Aucune limite, aucune retenue. D'ailleurs, Grégoire précise que Théodoric va même insister avec ses hommes pour que le message passe tout à fait clairement. Littéralement, à plusieurs reprises selon le texte, il confirme qu'ils pourront tout dévaster à souhait, afin de les convaincre de ne pas l'abandonner pour rejoindre ses frères en Bourgogne. Si vous pensiez que les rois francs étaient tout-puissants et révérés par leurs hommes, soutenant leur souverain jusqu'au bout par amour de la gloire ou haine de l'hérésie, la campagne de 532 est une démonstration implacable. Celle de la réalité de l'économie de pillage qui continue au VIe siècle et qui est le carburant des armées et dont les rois francs sont tout autant les organisateurs que les prisonniers. D'ailleurs, on ne fait pas dans la demi-mesure niveau promesse d'enrichissement. Théodoric leur assure clairement qu'ils pourront tout prendre.
L'or et l'argent, bien sûr, mais aussi les vêtements et le bétail. Eh oui, parce qu'évidemment, déjà à l'époque, il y avait les meilleures vaches et les meilleurs fromages en Auvergne. C'est clair. Et plus surprenant peut-être, Théodoric leur promet des esclaves, que Grégoire décrit dans son texte alternativement en utilisant ce terme ou celui de prisonnier. Attends, mais ce n'est pas un bétail, ça. Pardon, un détail. Bon, d'accord. Il faut être clair que le mot esclave n'existe pas au VIe siècle, puisque ça vient du mot slave, utilisé au IXe siècle pour décrire les prisonniers de guerre faits sur le Danube et revendus à Byzance ou ailleurs. Les termes latins utilisés par Grégoire, à savoir servus et mancipia, viennent directement de l'Antiquité, mais couvrent une même réalité. Le mot mancipia désigne souvent les non-libres sous l'Empire et donnera plus tard le verbe émanciper, en français moderne. De la même façon, le mot servus, qui donnera serf ou serviteur. Mais donc, il y a encore des vrais esclaves dans le Regnum au VIe siècle? Moi, je pensais que l'esclavage en tant que tel était mort avec l'Antiquité, genre en 476. Alors c'est sûr que les choses ont bien changé depuis l'époque de Tacite, où l'esclavage était une composante intégrale de l'économie et de la société du monde romain. Une catégorie sociale clairement distincte légalement de celle du citoyen, quand l'Empire était à son zénith et que des hordes de prisonniers de guerre étaient vendus sur les marchés de tout le bassin méditerranéen. Idem d'ailleurs chez les Germains, où les prisonniers de guerre, romains ou non d'ailleurs, et qui ne finissaient pas la gorge tranchée, se retrouvaient asservis définitivement, privés de leurs armes et de leur liberté, et travaillant au service de leurs vainqueurs. Alors, de quoi on parle avec ces prisonniers ou esclaves que Théodoric promet à ses hommes en Auvergne en 532? D'abord, on se rappelle qu'il y a plusieurs niveaux de liberté au VIe siècle, et que le vocabulaire moderne ne nous aide pas vraiment. Car franc, qui signifiait initialement les braves ou les hardis dans le vieux langage germanique, a pris le sens de libre au fil du temps dans notre langue. Et on entend toujours cette racine dans le français moderne comme dans le mot affranchi par exemple. Mais ce sens-là, c'est le sens dérivé de la loi salique, franc ou libre dans le contexte de l'époque, c'est-à-dire tous ceux qui sont mobilisables dans l'armée et en échange ne doivent pas payer l'impôt, à la différence des non-libres, c'est-à-dire la majorité des individus vivant sur le territoire, paysans ou citadins. Ça n'a donc pas grand-chose à voir avec l'esclavage ou la liberté comme on le comprend généralement aujourd'hui. D'ailleurs, les aristocrates gallo-romains, habituellement soumis au code législatif en vigueur, ne sont pas des francs libres selon cette définition. Mais ça ne fait sûrement pas d'eux des esclaves. Ils continuent à être en haut de l'échelle sociale et disposent de la plus totale liberté d'action. Ils ont les moyens, les soutiens et la puissance de faire un peu ce qu'ils veulent en réalité dans leur région, et même de mener des révoltes contre le roi, comme notre fameux Arcadius. Alors que certains des guerriers francs libres peuvent être peu fortunés, et eux n'ont pas forcément une liberté d'action totale. Le plus souvent, ils restent rattachés à un chef local ou à un puissant qui les emploie et les fait vivre dans la pleine continuité du comitatus germanique dont nous parlait Tacite, ou du bon vieux clientélisme romain d'ailleurs. Leur liberté de ne pas payer d'impôts en échange d'un service militaire leur offre donc une autonomie toute relative. Et on ne peut pas résumer cette première définition du concept de liberté au VIe siècle par une distinction ethnique. La majorité de la population germanique de Gaule n'est pas venue avec la troupe de guerriers entourant Childéric et Clovis. Pas du tout, même si vous vous rappelez. Les descendants des Lètes et des Déditis du IIIe siècle ou les migrants germains installés dès le début du IVe en Gaule du Nord ont en large partie adopté depuis longtemps un style de vie paysan très proche, voire totalement identique à leurs voisins gallo-romains. Et tout laisse croire qu'ils sont maintenant dans un statut légal du même type que leurs congénères paysans descendants des citoyens de l'Empire. De la même manière, ceux qu'on présente comme les Francs, les hommes de l'armée de Childéric ou de Clovis, ne sont sans doute pas tous germains au sens strict de l'ADN. L'intégration dans les troupes franques dès le Ve siècle de tous les hommes d'armes, ex-légionnaires comme mercenaires en mal de butin, a dû se faire sans trop de problèmes pour tous ceux qui ont accepté le leadership des seigneurs de la guerre francs et ont choisi de se fondre dans leur moule culturel. Donc ce que tu dis, c'est qu'à l'époque mérovingienne, on aurait tout faux de classer la population dans le Regnum entre seigneurs francs et esclaves gallo-romains.
avec des castes toutes bien définies, comme dans une vision caricaturale qu'on a parfois de l'Antiquité gréco-romaine. Cela semble logique et évident, mais ça va mieux en le disant. Les non-libres, dont on parle au VIe siècle dans la loi salique, sont ceux qui forment la masse de la population, et ils ne sont pas les esclaves ou les prisonniers de guerre dont parle Théodoric. Par contre, dans le cas de l'attaque de Théodoric sur l'Auvergne, là on parle clairement d'hommes ou de femmes qui, une fois capturés, vont perdre tous leurs droits et leur autonomie, de véritables serviteurs, corvéables à souhait. C'est donc tout à fait différent ? Alors oui, le prisonnier de guerre, ou sa famille, pouvait effectivement être réduit en esclavage dans la société tribale germanique de Tacite, comme dans l'Empire romain, c'est incontestable. Et cette réalité perdure donc au Moyen-Âge, comme on le voit dans cette reprise en main. Et comme on l'a dit dans l'épisode bonus Merci les gueux, l'esclavage, comme catégorie sociale claire avec la privation totale de liberté et la propriété entière d'un individu qu'on peut revendre comme un meuble, existe encore à ce stade. Mais c'est en train de disparaître progressivement en Occident en ce VIe siècle. D'abord, parce que l'Église s'y oppose, notamment en regardant d'un très mauvais œil l'asservissement d'autres chrétiens alors que la religion devient majoritaire dans le pays. Et puis économiquement, la pratique même perd de son intérêt peu à peu. Les puissants de l'époque, francs ou gallo-romains, trouvant plus efficace d'affranchir leurs esclaves progressivement, tout en les conservant comme dépendants économiques, travaillant les terres qu'ils leur louent. En clair, l'affranchi est théoriquement libre, avec la possibilité de se marier ou de disposer de biens. Mais dans les faits, il reste totalement sous le contrôle du puissant qu'il sert en échange d'un peu de terre et de sa protection. Comme on l'a dit, c'est là la grande ironie des temps mérovingiens. L'antique esclavage romain est en train de se dissoudre pour un système de semi-liberté, d'accord. Mais ces anciens esclaves finissent par se confondre dans un même statut avec les affranchis ou les anciens colons germaniques, voire romains, petits paysans indépendants initialement, mais trop pauvres pour s'en sortir économiquement tout seuls. Des hommes qui choisissent donc volontairement de se mettre au service de ces mêmes puissants, échangeant une partie de leur autonomie et de leur liberté contre la protection et le soutien. Donc au VIe siècle, on voit que plusieurs statuts se combinent pour décrire les misérables des campagnes, et que l'esclavage pur et dur reste une réalité. Mais dans le fond, l'avantage est quasi inexistant pour les affranchis comme les colons pauvres, qui ne semblent ni mieux nourris ni plus en sécurité que leurs congénères asservis à leur maître. Et c'est de cette masse d'hommes que naîtra d'ailleurs une forme de paysannerie misérable et dépendante de seigneurs dans les siècles qui suivent. Des hommes plus tout à fait esclaves, mais pas vraiment libres non plus, qu'on appellera les serfs, avec un glissement sémantique du mot latin servus vers sa nouvelle forme francisée, accompagnant la situation récente de ces hommes. Oui, et je vois mieux ce que tu veux dire pour les prisonniers de guerre promis par Théodoric à ses hommes. Qu'ils soient transformés en véritables esclaves au sens strict du terme, ou employés sous la contrainte comme simples serviteurs en les attachant à un domaine loin de chez eux, ça ne va pas changer grand-chose à l'affaire. Leur liberté physique est inexistante, leur liberté économique quasi nulle, et leur travail forcé va maintenant servir à enrichir d'autres hommes. Donc c'est ça le plan du fourbe quand il promet à ces hommes qu'ils pourront faire des prisonniers et des esclaves. L'idée, c'est pas de les envoyer en camp de prisonniers, mais bien d'enrichir sa troupe par une autre manière. Lorsque Théodoric attaque l'Auvergne, il permet donc à ces hommes de faire des prisonniers comme butin de guerre, notamment lors des prises de cité qui vont s'enchaîner pendant cette campagne militaire. Alors soyons réalistes, il n'y a pas eu de déportation massive de population pour les envoyer travailler dans les propriétés des seigneurs du Nord. On n'a pas de trace de déplacement large de population. C'est probablement seulement les plus coupables, les plus malchanceux ou les plus utiles qui ont dû être envoyés trimer dans le royaume de Reims. Même si on peut imaginer que pour les plus pauvres, leurs conditions strictes n'auraient pas dû tellement changer au final. Être pauvre et travailler la terre pour un seigneur en Moselle ne devait pas constituer une vie si différente que d'être pauvre et que de travailler la terre pour un seigneur d'Auvergne. Pour les plus riches par contre, là ça peut être une toute autre histoire, puisqu'on a clairement des épisodes où on apprend que de jeunes aristocrates sont littéralement déportés et partent servir dans les demeures des seigneurs du Nord, comme on l'a raconté avec le jeune Gallus, emmené quelques années plus tôt à Clermont. Ah oui, le pyromane du sanctuaire païen de Cologne qui finira évêque de Clermont. Eh oui,
Déjà un bougna monté dans le Nord pour faire fortune. Grégoire rapporte d'ailleurs pour 532 l'aventure d'un jeune homme de bonne famille, fait prisonnier et envoyé vers le nord pour garder les chevaux d'un riche franc. Et le garçon devient donc littéralement otage d'un homme qualifié de barbare de Trêve, un terme qui sous la plume de Grégoire veut dire un seigneur de guerre en fait, et qu'il a acquis comme prisonnier. L'affaire va devenir une véritable saga, puisque pour le faire libérer, son oncle, qui est évêque dans le sud, envoie un homme à lui rentrer incognito au service du seigneur de guerre en se faisant lui-même vendre comme esclave et recruter comme simple cuisinier. Et ce marmiton mercenaire, spécialisé dans les missions impossibles, va contre toute attente réussir sa grande évasion avec le jeune aristocrate. Il attend une occasion favorable, arrache le jeune garçon à sa prison, vole des chevaux et des armes en pleine nuit et file plein sud à la tombée de la nuit. Et malgré l'illégalité de cette action, malgré la poursuite engagée par le seigneur franc, nos deux hommes vont réussir leur coup, survivant en mangeant des prunes, voyageant de nuit, se cachant avec l'aide de prêtres et retrouvant leur liberté en atteignant la frontière du royaume de Reims après plusieurs jours de fuite éperdue. L'histoire est d'autant plus intéressante que la grande évasion est provoquée initialement par l'intransigeance du seigneur franc. Car cet homme demandait à la base une somme tellement astronomique à sa famille pour la libération qu'ils ont préféré, devant une telle arnaque, même dans le contexte du VIe siècle, passer par la solution du commando plutôt que d'accepter une telle extorsion. On comprend donc qu'effectivement, des prisonniers de guerre civils ou militaires sont probablement déportés vers les terres et les possessions des vainqueurs, pour finir otages, à échanger ou serviteurs. Mais comme tu le dis, il ne faut pas non plus imaginer des transferts massifs de population. La procédure standard, ça doit quand même être la rançon pour les riches et le servage pour les pauvres. C'est quand même plus facile pour un guerrier franc de se déplacer avec du cash qu'avec une centaine d'hommes à travers le pays, non? Évidemment. D'ailleurs, c'est ce qui va se passer très clairement durant cette campagne. Grégoire raconte par exemple que lors du siège de Mauriac dans le Cantal, 50 défenseurs sont faits bêtement prisonniers lors d'une sortie hasardeuse par les troupes du Fourbe en train de ravager le pays. Et là, pas de cohorte de prisonniers envoyés travailler au nord. Les captifs sont ramenés devant les murailles, à la vue de leur famille massée pour l'occasion, avec les mains liées derrière le dos. Et on commence ostensiblement les préparatifs pour leur exécution par l'épée au pied de l'enceinte. Évidemment, devant leur résolution et avant que tout le monde n'y passe, les familles paient pour leur vie. Grégoire nous donne même le montant, 4 onces d'or par individu. C'est ça le mode opératoire de la guerre au VIe siècle. Oui, il y a des prisonniers et des otages nobles qu'on peut transférer dans les domaines du Nord pour servir des maîtres, afin de mettre à contribution leur force ou leur savoir-faire. Et idem pour les vêtements et le bétail qu'on peut faucher et ramener pour enrichir les domaines. Mais il y a aussi sans doute un maximum d'or, arraché en lieu et place, histoire de revenir les poches pleines de métal, ce qui reste de tout temps le butin favori de tous les pillards du monde. Grégoire va donc enchaîner dans son texte les descriptions apocalyptiques, comme, et je cite, « Il dévasta et ruina tout le pays », ou un peu plus loin, « Il parcourait toute cette malheureuse contrée, pillant et ravageant tout ». Alors même si le Clermontois qu'est Grégoire doit en rajouter, il y a peu de doute sur le type d'opération que mènent les Francs cette année-là. Des prédations sans contrainte, pour vivre littéralement sur le pays, comme l'avait promis Théodoric avant d'attaquer la province rebelle. Les sièges des villes d'Auvergne vont donc s'enchaîner. Mauriac dans le Cantal n'est qu'un exemple au milieu d'une tornade d'autres villes assiégées, comme Clermont et Thiers dans le Puy-de-Dôme ou Brioude dans la Haute-Loire. Des villes qui ont pour la plupart la lucidité de se rendre avant la prise d'assaut pour négocier leur sauvetage en échange de véritables fortunes. Et pour ceux qui sont trop obstinés ou n'ont rien à négocier parce qu'ils sont trop pauvres ou trop mal défendus, comme les fermes isolées ou les villages sans réelle défense, le tarif est clair. C'est la mise à sac garantie, souvent accompagnée de l'exécution immédiate des défenseurs. Tout chrétien que sont devenus les rois mérovingiens, la pitié n'est pas la vertu la plus répandue dans les armées du Fourbe. Le prêtre local de la ville de Voloréville, justement, à quelques kilomètres de Clermont, tente par exemple de se réfugier dans sa propre chapelle lors de l'attaque des troupes du Nord.
Une manœuvre tactique qui réussit aussi bien que toutes les précédentes qu'on vous a racontées, puisque Grégoire nous rapporte que les soldats de Théodoric, pas vraiment troublés par ce repli tactico-spirituel, et je le cite à nouveau, tuèrent le prêtre misérablement devant l'autel de l'église, avant de tout voler dans la cité prise d'assaut. Pétard, mais ça fait 10 fois que quelqu'un tente cette vieille ficelle, depuis Constant et l'église d'Elle en 350. Mais personne ne leur a dit que ça ne marchait que dans les séries médiévales de Netflix, ce genre de truc? C'est fou que les gens pensent qu'en s'accrochant à l'autel de leur église, juste parce que c'est le Moyen-Âge, tout le monde va dire « bon ok, ça passe pour cette fois ». L'année 532 voit le ravage complet de la province et la reprise en main du pays. Une par une, les cités, les villas ou les forteresses, notamment celle du Forez, qui marque la frontière avec la Burgondie, sont capturées, soit par la force, soit par la reddition. Une campagne qui se conclut avec la prise de contrôle de la capitale Clermont, où on installe un homme de Théodoric, un certain Sigevald, une fois les rebelles anéantis. Une grande première ce Sigevald pour le pouvoir franc, qui met un homme au patronyme clairement germanique à la tête de la vieille province romaine. D'ailleurs, le fameux Arcadius, fils de l'ancien comte et animateur de la révolte, s'enfuit à Bourges pour éviter de finir la tête tranchée. Une ville qui n'est pas choisie au hasard probablement, car la ville du département moderne du Cher appartient au royaume de Childebert bien sûr. Le Brouillon accueille donc un rebelle contre son grand frère et l'installe pile à la frontière avec son territoire, histoire de bien menacer celui qu'il continue d'hésiter à considérer comme son allié ou son ennemi. Childebert souffle toujours le chaud et le froid avec son grand frère, sans l'attaquer frontalement, mais en lui pourrissant discrètement la vie autant que possible. D'ailleurs, probablement à la conclusion de la guerre d'Auvergne, la dispute sourde se poursuit entre les deux, et Grégoire va confirmer que si les deux finissent par faire alliance momentanément en se promettant de ne plus faire la guerre, il ajoute, et je cite, « de nouvelles discordes s'élevèrent entre eux ». Alors, la date de 533 pour cette nouvelle montée de tension est incertaine, mais on comprend entre les lignes que Childebert le Brouillon n'arrive toujours pas à supporter son demi-frère. Mais il ne se sent jamais capable non plus de l'affronter frontalement. Soit qu'il en a peur, soit que les soldats francs, comme on l'a dit, refusent de marcher les uns contre les autres en mode guerre civile. En réalité, 533 ressemble à l'année où les trois rois francs font face à la question fondamentale de toute l'épopée mérovingienne. Leur ambition individuelle est-elle ou non plus importante que leur intérêt collectif? C'est vrai que fin 532, début 533, la victoire est en demi-teinte pour les Francs. La reconquête de l'Auvergne se termine à ce moment-là, mais c'est une rébellion matée, pas une conquête. Et si la ville d'Autun tombe entre les mains de Clotacar et de Childebert, qui mettent en fuite Gondemar et son armée, la prise de la Bourgogne n'est pas terminée et un nouveau partage devra avoir lieu de toute façon. En réalité, la route vers le sud est grande ouverte pour les Mérovingiens, qui peuvent tout à coup rêver grand avec la Méditerranée à portée de Francisque. Encore faut-il que les trois arrivent à s'entendre pour aller dans la même direction plutôt qu'à se tirer dans les pattes. Théodoric le Fourbe, Childebert le Brouillon et Clotacar le Futé sont à la croisée des chemins en ce début 533, quelque part entre Bourgogne et Auvergne moderne, et pas que géographiquement. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode de l'histoire des Germains, des Francs et des Mérovingiens. Retrouvez les cartes et la bibliographie dans les notes de l'épisode et n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux. Rendez-vous au prochain épisode.